Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. 39 ans après son accession à la magistrature suprême, l'on se doit de marquer un temps d'arrêt et poser un regard rétrospectif dans ce mandat des grandes opportunités sur quelques-unes des grandes réalisations de l'homme du 6 novembre. Quelques-unes de ses ambitions, à l'instar de l'autoroute Douala-Yaoundé et le complexe sportif d'Olembe, restent comme un caillou dans la chaussure, tellement leurs exécutions restent problématiques. L'autoroute Douala-Yaoundé, longue de 196 km, connaît un taux d'exécution de 98% dans sa première phase, Yaoundé-Bibodi, soit 60 km. Reste encore l'autre phase longue de 136 km entre Bibodi et Douala. L'ouvrage est financé à 85% par China Exim Bank et le reste par l'État du Cameroun coûtera près de 812 milliards de francs CFA. Le complexe sportif d'Olembe et le stade Paul Biya de 60 000 places a vu ses travaux de construction lancés en 2016. En mars de la même année, l'ambassadrice d'Italie au Cameroun promettait que le chantier serait livré dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire en septembre 2018. La suite, nous la connaissons tous. Petit rappel tout de même, la facture va s'alourdir selon les estimations et va finalement faire du stade Paul Biya le plus cher de toute l'Afrique. Gruppo Piccini, en raison des retards constatés et des problèmes de préfinancement, sera évincé au profit du Canadien McGill. Le Cameroun et le monde entier attendent voir le 30 novembre 2021 à quoi va ressembler cette infrastructure capitale pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va abriter du 9 janvier au 6 février 2022. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Renouveau 39 ans après, où en est-on avec les infrastructures? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir. Bonsoir, Dr Patrick Rifoué. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs de ce programme. Voilà. À côté de vous, Maître Achille Lodjo, bonsoir. Bonsoir mon cher Alain. Bonsoir également au copanel. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF. Je profite également de l'occasion pour saluer tous les fidèles de cette production. Merci pour l'invitation. Une fois de plus, le SDF se sent honoré. Voilà. Bonsoir Emmanuel Couillet. Bonsoir Serge Alain, merci de me convier à ce programme, à cette émission de ce soir. Je dis bonsoir comme ça aux prisonniers politiques du MRC avec qui j'étais tout à l'heure, ceux de la prison de New-Bell. Je leur dis bonsoir et je leur dis que... Vous leur avez dit que vous venez ici? Non, je ne le savais pas déjà, mais je crois qu'ils sont là, ils regardent l'émission. Ils m'ont dit d'ailleurs qu'ils regardaient toutes les émissions et qu'ils étaient très contents d'Equinox. Parce que quand chaque fois qu'ils regardent Equinox Soir, ça leur donne un peu de baume au cœur. Parce que vous les saluez? Oui, non, pas parce qu'on parle un peu d'eux, ils comprennent qu'ils ne sont pas oubliés et que, n'est-ce pas, le combat qu'ils mènent, c'est un combat qui est porté par tous les Camerounais face à une dictature. Ils pensent qu'ils sont en train de mener le bon combat et on s'est séparés, on a eu environ 2 heures d'échange. Je crois qu'on s'est séparés dans de très bonnes conditions. Je leur dis bonsoir et qu'ils tiennent bon et que, une fois de plus, ce que je leur dis d'ailleurs là-bas, leur combat n'est pas un mauvais combat, c'est un bon combat. Bonsoir également à mes copanistes et bonsoir à tous les fans d'Equinox Soir. Voilà. À côté de vous, il n'est pas fan, hein, il devient comme un meuble. Bonsoir Maître Augustin Gueffin. Un meuble Equinox Soir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Un bonsoir particulier à tous les candidats à la présidence de la FECAFOOT. Et un spécial bonsoir à l'heureux élu au soir du 11 décembre. Parce que s'agissant des infrastructures, je pense qu'il y aura du pain sur la planche
lorsqu'il partira de Bafang, où seront logées 3 équipes pour aller jouer à Bafoussam. Je m'imagine quelle peine il doit endurer pour faire voyager ces étrangers. C'est l'histoire des infrastructures. Merci. Voilà. Docteur Ifoué, 39 ans, est-ce que vous êtes satisfait de ce que le président Biya peut laisser aux Camerounais après tant d'années passées au pouvoir? Serge Alain, je pense que lorsqu'on veut faire le bilan infrastructurel du président de la République, il faut bien se souvenir d'où on part. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez qu'on évalue son apport en termes d'amélioration de l'accès des Camerounais aux services sociaux de base, il faut se souvenir qu'en 1982, le Cameroun compte 825 km de routes bitumées. 825 km de routes bitumées qui l'ont été en 22 ans. 39 ans plus tard, nous sommes un peu plus de 8000 km de routes bitumées. C'est ce qu'on appelle une amélioration significative. On est là dans un taux de réalisation supérieur à 1000%. Ce que ça signifie, c'est que plusieurs villes sont mieux reliées. Ce que ça signifie, c'est qu'en termes de transport, en termes de pénibilité, il y a une amélioration significative et donc une contribution particulière au porte-monnaie du citoyen camerounais. En 1982, lorsque le président Biya accède à la magistrature suprême, le Cameroun produit 655 MW d'électricité. Et sur les 655 MW d'électricité, nous avons 2 barrages, dont un barrage qui a été construit durant la période coloniale. Ce qui signifie qu'en 22 ans, un seul barrage a été construit. Aujourd'hui, le Cameroun produit à peu près 1600 MW d'électricité et avec Nachtigal qui est en construction, nous allons dépasser les 2000 MW d'électricité. Donc il y a une amélioration significative de l'accès des Camerounais à l'électricité. Je voudrais préciser ici que pour l'année de référence, en 1990, seuls 29% des Camerounais avaient accès à l'énergie électrique. Aujourd'hui, ils sont 65% qui ont accès à l'électricité. Donc je laisse aux Camerounais le soin eux-mêmes d'établir le delta. Pour ce qui est de la santé, il faut qu'on se souvienne que l'hôpital central de Yaoundé a été construit en 1933. Il faut qu'on se souvienne que l'hôpital Lakentini de Douala a été construit en 1931. Depuis que Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, nous avons des hôpitaux de première catégorie. Nous en avons 7 au Cameroun. Nous avons 8 hôpitaux de seconde catégorie. Nous avons 14 hôpitaux de troisième catégorie, dont l'hôpital de référence de Saint-Mélimar, le centre hospitalier régional de Bafoussam, celui de Garoua, etc. Chaque arrondissement, au jour d'aujourd'hui, dispose à minima d'un centre de santé intégré. Ce que ça signifie, c'est qu'à la fois, on a rendu les services sociaux de santé accessibles au plus grand nombre et on s'est donné les moyens de soigner un plus grand nombre de pathologies. C'est la situation aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier. Et en raison de cela, aujourd'hui, l'espérance de vie qui était en 1982 de 52 ans est portée à 60 ans. J'ai entendu quelqu'un parler d'infrastructure et de Cannes. Bon, lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême, nous avons 2 stades. Et un stade dont le chantier a été abandonné, celui de Bafoussam. Les 2 stades qui ont été laissés ont été rénovés, celui de Yaoundé et celui de Bipanda. Le stade de Bafoussam a été achevé et nous avons des écrins aujourd'hui que d'autres pays africains nous envient. Enfin, et je m'arrêterai là pour ce premier tour de parole, pour ce qui est de l'éducation, en 1982, seulement 1% de la population camerounaise avait accès aux études supérieures. À peine 15%, 18% avaient accès aux études secondaires. Aujourd'hui, 15% des Camerounais ont accès aux études supérieures et 75% des Camerounais ont accès à l'enseignement secondaire. Mais pour ce faire, il a fallu que le Cameroun, qui n'avait qu'une seule université en 1982, en ait 8 dans l'intervalle. Pour ce faire, il a fallu que des villes comme Yaoundé et Douala, qui avaient à peine en cumulé 6 lycées,
en est une 60aine aujourd'hui. Donc, je laisse aux Camerounais le soin eux-mêmes de faire le delta sur les améliorations qu'il y a eu. Ce que moi je constate lorsque je regarde les chiffres, ce que je constate quand je regarde l'année 1, qui est l'année 1982, et l'année 2021, ce que je constate, c'est qu'il y a un plus grand accès des Camerounais aux services sociaux de base. C'est-à-dire que les services qui étaient limités hier le sont davantage. Bien entendu, il y a des défis qui demeurent. Tous les Camerounais n'ont toujours pas accès à l'électricité, tous les Camerounais n'ont toujours pas accès à l'eau, mais ce sont des défis et je crois que le Cameroun, Rome ne s'est pas construit en un an. On ne s'attendait pas à ce que le Cameroun se construise en 39 ans. Merci, il y a eu un certain nombre d'améliorations et il faut les saluer, il faut les mettre à l'actif de l'homme du renouveau. Voilà, docteur Rifoué, ce que vous avez peut-être omis de nous dire, c'est que la population en 82 était de... La population en 82 était de 7 millions d'habitants. Et aujourd'hui, vous avez une estimation? Elle est de 25 millions à peu près. Est-ce que ce n'était donc pas une nécessité, par devoir du président Biya de faire ce qu'il a fait? Non, mais écoutez... Vous voulez qu'on reste dans... Vous avez dit, il n'y avait pas... Les hôpitaux ont été construits par les Français et tout ça. Vous voulez qu'on en reste là? C'était pas par devoir du président Biya de faire tout ce que vous avez cité là? Le président... Vu que la population augmente. Bien entendu que la population augmente. Mais pour que la population elle-même augmente, il faut que la qualité de vie s'améliore. C'est ça le principe. La population ne peut pas augmenter si la qualité de vie ne s'améliore pas. Si l'accès aux services sociaux de base n'est pas optimisé. Si la population a augmenté comme elle a augmenté, parce que nous sommes 25 millions aujourd'hui, c'est bien parce qu'un certain nombre de conditions ont été créées pour que la population puisse augmenter. Notamment la richesse. C'est vrai que ça ne fait pas partie des infrastructures. Mais aujourd'hui, à parité de pouvoir d'achat, le PIB du Cameroun se chiffre aux alentours de 100 milliards. C'est une performance notable. Merci, docteur Rifoué. Emmanuel Kounié, vous avez suivi ce tableau-là, 1982. Restons au niveau, hein, il a parlé des hôpitaux. Il n'y avait pas les hôpitaux qu'on avait à Douala et Yaoundé, c'était des constructions, on va dire, entre guillemets, coloniales. Et à partir de 82, le président Biya a... Il y a des hôpitaux de référence qui ont été construits. Vous trouvez ce n'est pas normal? Je crois que c'est tout à fait normal? Non, je crois qu'il faut faire un peu le distinguo entre la situation de 1960-1982 et celle de 82 à 2021. D'abord, M. Aïdjo avait pour mission de créer une nation qui n'existait pas. Il a fait la réunification. Il a l'indépendance, il a fait la réunification. Il a essayé de consolider l'unité nationale. Il a essayé de mettre sur les infrastructures de base. Donc, c'est un pionnier qui a créé un État. M. Biya a tout au contraire, il a plutôt provoqué la reculade pour ce qui est de l'unité nationale. Une reculade pour ce qui est de la paix, parce que M. Aïdjo a réussi à restaurer la paix au Cameroun. Quand il part en 1980. C'est pour vous dire qu'il avait à faire. Et puis, la comparaison que M. Rifoué est en train de faire, c'est une comparaison en valeur absolue. C'est-à-dire, on compare quelque chose à elle-même. Ça ne se compare pas avec ce que M. Aïdjo avait à faire. M. Aïdjo avait deux villes principales qui étaient Douala et Yaoundé. Et il a créé un axe entre Douala et Yaoundé. Ce n'était pas le nombre de kilomètres, il ne s'agissait pas de voir s'il y a plusieurs kilomètres de route. Il a créé un axe, il a fait en sorte qu'il y ait un axe entre Douala et Yaoundé qui permettait de joindre la capitale économique et la capitale politique. Au moment où Douala avait 1 million d'habitants et Yaoundé 800 000 habitants. Aujourd'hui, Douala a plus de 6 millions d'habitants. Yaoundé avoisine les 5 millions. Ça, les chiffres, ça sont les chiffres. Les chiffres de la... Ça sont vos chiffres. Hein? Non, ce n'est pas mes chiffres. Parce que les chiffres officiels... Effectivement, les chiffres officiels sont les chiffres qui font à ce que Isaac ne peut pas ramasser les ordures. Personne ne va vous dire qu'il y a 2 millions de personnes à Douala, alors qu'ils produisent des ordures, 6 millions de personnes produisent des ordures. Ça dépasse tout le monde. Et puis, d'ailleurs, ces chiffres sont des chiffres électoralistes. C'est des chiffres pour répartir le nombre de députés, tout ça. Je vous donne les chiffres que vous pouvez vérifier. Et je ne voudrais pas dire que l'État lui-même sait que ces chiffres sont les vrais chiffres. Et aujourd'hui, le trafic entre Douala et Yaoundé ne peut plus être supporté par cette piste.
par cet axe lourd, le trafic entre Douala et Bafoussam ne peut plus être supporté par la route qui est là. Conclusion, il y a des accidents partout parce que justement la rue n'arrive pas à porter le trafic. Donc je voudrais dire que quand il nous parle de l'éducation, des lycées qu'on a construits, je suis d'accord qu'on construise des lycées. Mais le problème c'est, est-ce que ces lycées correspondent à la carte scolaire du Cameroun? Quand vous allez dans les lycées aujourd'hui, vous voyez que dans une salle de classe, il y a 3 fois plus d'élèves qu'il n'en faut. Ouais. Au même moment, à côté, il y a des établissements privés à ne plus en finir, où il y a les APE qui ont pris tout le monde. C'est dans les lycées, on doit payer 25 000 pour entrer. Ouais. C'est de la confusion généralisée. Ça veut dire que le travail que M. Biya a essayé de faire n'est pas proportionnel aux besoins. Donc, et par contre, docteur, il faut dire qu'il reconnaît quand même qu'il reste beaucoup à faire. Oui, il n'a pas dit que c'est... Non, je crois qu'il ne faut pas dire que beaucoup a été fait et qu'il reste à faire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que quand vous allez, par exemple, regarder... et puis, les infrastructures ne suffisent pas. Quand on a des infrastructures, il faudrait également qu'il y ait le personnel nécessaire pour faire le travail. Quand vous créez un hôpital général à Yaoundé, et tous les 2 mois, les dialysés sortent pour barrer la route pour dire personne ne passe plus ici, nous voulons le kit de dialyse. Ah, oui. Et quand ils finissent de faire ça, peut-être on leur apporte 2-3 kits, on dialyse peut-être 5-6 personnes. Oui. 2 mois après, ils reviennent en route. Oui. Ça veut dire que non pas seulement ces bâtiments qu'on a construits ne sont pas des hôpitaux, c'est même des cimetières. Mais les gens qui y sont ne reçoivent pas les services qui sont censés recevoir. Donc, les infrastructures, peut-être, il y en a eu quelques-unes. Mais est-ce que ces infrastructures, quand vous voyez la dame, Madame Mateke qui est morte à la Quintini, devant l'hôpital parce qu'elle n'avait pas payé, je ne sais pas quoi, etc. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Donc, ces hôpitaux, s'il y en a eu, ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de rendre les services attendus. Et je crois que ce qu'on lui demande, ce n'est pas de construire 20 hôpitaux, mais s'il pouvait construire 10 hôpitaux, de vrais hôpitaux, capables de soigner les Camerounais, je crois qu'on serait mieux satisfait que de nous dire qu'on a construit 60 lycées, on a construit ceci-là. C'est vrai, en 1982, il y avait 4 lycées à Douala. Oui. Le lycée de Bonabéry, polyvalent, le lycée des filles et puis le lycée technique. Oui. Mais on ne voyait pas des gens se plaindre parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas allés à l'école. Et je voudrais vous dire qu'en 1982, quand M. Biya apprend qu'il y a 1500 diplômés d'enseignement supérieur qui ne travaillent pas, oui. Il s'étonne que dans son pays, ce n'est peut-être pas possible. Et il décide de... Le recrutement de 1500 licenciés. Parce que lui, il était sensible à tout cela. Bon alors, on va vous dire qu'il y a des lycées. Tous les diplômés sont sur les mototaxis. D'abord, vous allez voir que ces gens n'ont pas une formation qui leur permette la formation n'est pas adaptée au contexte. On leur donne des diplômes. Et d'ailleurs, dans les universités, on distribue les diplômes, on vend les épreuves et tout ça. C'est du n'importe quoi. Moi, je crois que ce qu'on doit constater, c'est que c'est vrai qu'il y a eu quelques bâtiments qui ont été construits, mais en termes de services rendus, que ce soit en termes d'infrastructures, il y a eu reculade, que ce soit sur la carte scolaire, il y a eu reculade, que ce soit en termes de santé, il y a eu reculade dans tous les secteurs d'activité. Parce que justement, d'ailleurs, vous allez voir que quand on veut construire un stade au Cameroun, on va mettre le béton que nous avons à Japoma, c'est-à-dire que le béton importé, des tas de béton à des prix inimaginable. Et on dit on a de beaux stades, mais de beaux stades, pourquoi faire? On ne paie pas 3 000 milliards pour organiser une canne. Je crois qu'un pays qui investit 3 000 milliards dans une canne, qui ne produit rien pour ce qui est de PIB, est un pays qui n'a plus, où les dirigeants n'ont plus ni carte ni boussole. Voilà. Maintenant, sur l'audio, pour vous avez suivi, hein? Il reconnaît surtout que beaucoup a été fait, mais il reste quand même un certain nombre de choses à faire. Les infrastructures sont là, mais Emmanuel Kounien dit qu'il n'y a pas le personnel, il n'y a pas le plateau technique qui accompagne ces infrastructures-là. Oui, ben voilà. On ne peut pas dire que le Cameroun est mal loti quand même. Venant du docteur Rifoué et de ses acolytes, ça ne m'étonnerait pas, le contraire, plutôt m'aurait mis perplexe. Il faut tout simplement dire que sur un plan purement, d'abord, je veux dire, moral, voyez-vous, 39 ans qu'on célèbre pour une seule personne, c'est même de l'indécence. C'est l'indécence que l'on soit en train de faire le bilan de 39 ans d'une seule personne. Mais il n'est pas le nombril du Cameroun.
il n'est pas le chantre de ce pays. Allons-y donc. Maintenant, parlant des infrastructures, il faut tout simplement dire que d'entrée de jeu, il faut reconnaître que le régime du renouveau a des choses à mettre à son actif et d'autres pas. Mais tout ce qui est à mettre à l'actif de 39 ans du régime du renouveau est un menu fretin. C'est un fretin menu. Allons-y, secteur par secteur, comme il a bien voulu nous y amener. Quand vous prenez le secteur éducatif, quand vous prenez le secteur sanitaire, vous ne devez pas faire un décompte mathématique. Il y avait 2, aujourd'hui on est à 3. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit en termes de bilan. Est-ce que M. Paul Biya, en 39 ans, a posé des actes, a construit des infrastructures qui puissent satisfaire sa population? Voilà la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire sur le plan infrastructurel que la population, le peuple camerounais est fier du régime du renouveau? Nous répondons par la négative. Alors, quand vous prenez le domaine éducatif, faisons d'abord une comparaison avec la population. En 1982, nous avons pratiquement près de 7 millions. Aujourd'hui, nous estimons à 25 millions. Monsieur le représentant du RDPC sur ce plateau dit allègrement que non, nous sommes sur le volet éducatif, il y a des lycées qui ont été créés, il y a ceci, ça. Mais dis donc, vous pensez que si M. Biya ne le faisait pas, il devait mettre 25 millions de gens où? C'est pour démontrer que c'était une obligation conjoncturelle pour lui d'essayer, au vu de la population qui augmente, de créer ces établissements. Maintenant, vous avez créé les établissements, vous avez créé les universités. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et le grand frère Kouye tout à l'heure vous a expliqué que nos écoles, nos universités sont devenues des usines de chômeurs. Et c'est vrai. Est-ce que M. Rifoué sur ce plateau peut me dire sincèrement qu'il y a une faculté de droit à l'université de Douala, par exemple? Je m'arrête là. Je répondrai par la négative. Je veux dire, un établissement, une faculté où les gens sont assis à même le sol, dans un gymnase, c'est-à-dire il n'y a pas de salle. Vous êtes dans un gymnase, vous êtes assis à même le sol, et puis on va venir à la télévision vanter les mérites du RDPC, qu'on a créé tel, on a créé tel. Non, je dis que nous ne sommes pas en location de nationalité au Cameroun, mon cher docteur. Nous vivons les mêmes réalités. Ayons la hardiesse, le courage de dire que effectivement, si des choses ont été faites, la situation l'exigeait, et de 2, on en a fait un très mauvais usage. Sur le plan sanitaire, on vous dit qu'on a créé les hôpitaux de référence. Ah oui, j'ai touché du doigt. Il y a un hôpital là-bas à Yassa qui disent, ici à Douala, qui disent hôpital de référence. Mais allez là-bas voir. Et ça sert à quoi de construire un hôpital qui n'est pas accessible aux Camerounais lambda? Allez voir. Là-bas, je ne veux pas citer le nom, je dis à Yassa ici à Douala, vous allez vous rendre compte que on prend l'impôt des Camerounais, écoutez-moi bien, on prend l'impôt du pauvre, toi qui es au marché Dakar, toi qui es au marché Ndorpassi, toi qui es au marché Nkoulouloum, tu étales ta marchandise à même le sol, on vient te prélever certains impôts qu'on pas construit, avec lesquels on construit des hôpitaux pour lesquels vous ne pouvez pas avoir accès. C'est terrible. Voilà le gouvernement de la République. Combien de Camerounais peuvent se faire soigner dans cet hôpital alors que c'est construit avec leur argent? C'est terrible. Des hôpitaux où vous allez voir que parfois il manque de seringues. Où vous venez en urgence, on vous dit allez à la pharmacie de dehors, acheter un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de venir ici faire le décompte mathématique de ce qui a été fait. Déjà, même que si vous rentrez dans la genèse de ces constructions, vous allez vous rendre compte que ça, c'est toujours des emprunts
monsieur le régime, je veux dire monsieur le président du Renouveau, a passé 39 ans à mettre sur pied des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir sans jamais songer au devenir, au bien-être de sa population. On ne comprend pas comment, en 39 ans de vie, on soit en train de faire toujours un parallèle avec le précédent. À ce jour, l'on devrait se poser la question, est-ce que les services sociaux de base, est-ce que les Camerounais en sont satisfaits au vu du management du RDPC? Vous faites un voice pop, on va vous dire que, je veux dire la majorité, vous dira tout simplement que le régime du RDPC, c'est le cauchemar du Cameroun. En 39 ans, ils ont mis le pays à genoux et j'entends dire que les gens l'appellent encore en 2025. Venez, on va voir. Voilà, Maître Augustin Gueffert, comment vous appréhendez cette situation? 1982, vous avez suivi le décompte, hein, il a fait un décompte mathématique, il y avait comme ceci en 82, après il y a eu... Est-ce que c'est comme ça que vous percevez cette façon de faire le bilan? Saint-Jalin, j'ai lu 2 volumes rédigés par un éminent membre du RDPC, M. Oswald Baboté. Oui. Les grandes réalisations du renouveau. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi le digne représentant du RDPC a esquivé les réalisations dans le domaine de la justice, parce que, voyez-vous, des palais de justice ont été construits. Ce que j'observe, et je ne voudrais pas critiquer, je sais qu'il est d'accord avec moi, prenons juste le découpage que lui il a utilisé. La route. Chacun de nous vit dans sa maison, que ce soit résidence ou sa maison. Entre 1982 et aujourd'hui, chacun doit apprécier lui-même la qualité de la route qui mène chez lui. Aujourd'hui. Chacun de nous, assis dans son salon, chacun de nous doit apprécier la qualité et la quantité des routes fabriquées par le renouveau. Voyez-vous, je suis un gars de l'Omnisport Bepanda. Jusqu'en 1982, nous avions les lampadaires autour desquels nous partions à partir de 18h30. Faire du sport, nous entraîner, lire jusqu'à 22h. Quand je le dis, on me traite de menteur. Quand je le dis, on me traite de menteur. Au Stade Dragon. En 1981, lorsque le président Paul Biya vient inaugurer le pont simplifié de Mopi, parce qu'en réalité, ce n'était pas un pont, ça passait. Nous avons été chassés au Carrefour à Jip, parce que c'était le petit Paris. Pour ceux qui ont voyagé, les lumières qui vont ailleurs là, ça existait au Cameroun avant 1982. En revenant à lui, j'embraye là sur le second point qu'il a évoqué, l'électricité. Chacun de nous vit dans une maison, que ce soit en location ou bien comme propriétaire. La qualité de la lumière, je dis bien, la qualité de la lumière interpelle. Parce que c'est cela. Chaque quartier a des groupes électrogènes avec des sons plus ou moins variés. Je ne sais pas si ça existait au Cameroun en 1982. Je dis bien, chacun de nous vit dans une maison et connaît l'électrification. J'enchaîne sur le 3e élément où il a parlé de la santé. En termes de santé, chacun de nous autour de cette table a sa clinique. Pour ses enfants, pour lui-même, pour ses parents. J'en prends pour exemple. Quand le Covid a surgi, le directeur de la Kentini a utilisé même les médias pour dire personne ne veut venir chez moi dans les cliniques parce que la qualité était déplorable ou bien déplorable. Personne n'avait confiance. Voyez-vous, l'État a dû mettre la pression, interdire les services aux cliniques pour ramener les Camerounais dans les hôpitaux. Et tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Donc, entre 1982 et aujourd'hui, structurellement parlant, quelque chose a été construit.
Mais ce quelque chose n'est pas à l'image du Cameroun. C'est-à-dire en qualité et en quantité. Parce que le Camerounais, c'est un homme raffiné. Qu'on le veuille ou pas, si vous regardez seulement le docteur Ifoui, bien coiffé, ongles bien taillés, bien habillé. Je ne sais pas si sont 4 ou 5 de sa génération qui le font. Entre la 6e et son niveau de docteur. Je ne sais pas s'il a 5 amis qu'il peut citer, qui sont au moins à son niveau. C'est la qualité qui s'est effritée. C'est ça qui nous gêne. Personne ne peut nier que quelque chose a été fait. J'ai dit, moi j'ai lu Oswald Baboté. Et vous êtes venu avec un seul volume. Il y en a 2. J'ai lu les 2. Donc, pour vous dire. Ça pesait peut-être. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas amnésiques, nous ne venons pas critiquer parce que nous voulons faire du mal. Nous voulons que ce soit élégant, que ce soit beau. J'adopte là son plan d'analyse. J'aimerais donc sur les hôpitaux. J'ai pris l'exemple qui saute et creve les yeux. 3. Vous avez vu le ministre de la Santé avoir mal au doigt. Emprunté première classe. Allait se faire soigner à l'extérieur. Docteur Ifoui, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça qui gêne. Faut dire l'ancien ministre, hein? Non. Faut éviter. C'est pas le ministre Manaouda Malachi. Non. Faut dire l'ancien. Non. Permettez. Oui. J'ai dit le ministre. Oui. J'ai donné un exemple. On est entre 1982 et, c'est-à-dire dans les 39 ans. Oui. Un ministre de la Santé, nous ne connaissons pas les maladies de l'autre. Oui. Nous, on ne sait pas si. Non, vous avez pris le cas du... Deuxième chose, si vous voulez prendre cet exemple, je ne voudrais pas parler du président de la République. Non. C'est un cas exceptionnel. Pour des raisons d'État, pour aller se cacher où il veut, pour se soigner. Mais pour l'être du commun, c'est-à-dire en commençant par le ministre qui n'est pas protégé. Parce que le ministre, du point de vue juridique, il n'a pas une juridiction spéciale. Donc, il est traité au même titre que le policier qui est en route. C'est-à-dire que s'il est malade, il doit se soigner à la cantine. Mais pour peu qu'il ait mal au doigt, c'est première classe, Europe. Ça veut dire qu'il y a un désordre, rien que du point de vue qualité. Or, pour les bâtiments, nous savons ce que c'est. En ce qui concerne la qualité de ceux-mêmes qui vont travailler, c'est nous tous qui parlons de la corruption. Les meilleurs ne réussissent pas les examens. C'est nous qui disons. Ça est écrit dans les journaux, ça est écrit dans Cameroun Tribune. Parfois, quand tu lis Cameroun Tribune, tu te demandes, mais depuis quand ils ont changé? Mais il faut faire l'effort de les lire. Il faut faire l'effort de lire. J'aimerais là, parlant sur les routes, des routes. Docteur Ifoui, vous avez oublié les ponts. Quelques ponts ont été construits. Mais je vais prendre juste une zone de la République, le Grand Nord. Il y a un projet de remplacement des ponts en fer qui ont été construits il y a 70 ans. L'ancien ministre de l'économie avait donné l'aval pour changer ces ponts. Il est devenu ministre des Finances. Étant ministre de l'économie, il disait que lui ne pouvait pas, parce que ce n'est pas lui qui tenait la bourse. Il est devenu ministre des Finances, on n'a jamais engagé le projet. Le Grand Nord souffre donc des déficits de servitude, ne serait-ce que par remplacement de ponts. Okay. Vous avez vu le ministre d'État, permettez, je peux parler une fois et épuiser mes minutes. Oui, allez-y. Vous avez vu le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, être bloqué en brousse parce qu'il n'y avait pas de pont dans son village. Soyez Joe, je ne sais pas s'il y avait ça. Je ne sais pas s'il y avait cette qualité de pont amovible, c'est-à-dire décapotable. Vous avez vu que dans son village, il y avait des ponts décapotables. En qualité, nous souffrons. Vous avez vu que au soir, au petit soir, pour prendre son rapport, il n'a pas eu besoin d'électricité parce que ça n'existait pas. C'est le petit groupe électrogène qui lui a servi d'éclairage. Ça me fait mal de savoir que l'emblème de la République, ministre d'État, au soir dans son quartier au village, est incapable d'avoir un poteau électrique au point de cotiser 200 millions de francs. Ça s'appelle cotiser. Pour faire ce que le ministre de la décentralisation doit faire. Et ça devait être fait depuis 39 ans. Et quand nous le disons, les esprits éveillés nous traitent de tribalistes. Non. C'est l'amour du pays qui nous fait voyager autant.
en esprit encore, ces gens-là, en 1996, mon père et moi, nous avons construit la base militaire, parce qu'il était du génie civil, la base militaire de Campo Beach. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce village. Camp gendarmerie, Campo Beach. Pour parcourir 60 km. C'est programmé pour arriver. Docteur, il y a un problème dans les constructions. Pour comprendre, vous allez comprendre que le projet politique du RDPC, ou bien son programme politique, disparaît en 1985, réapparaît en 2004. C'est-à-dire entre 1985 et 2004, ils vous disent qu'il y avait conjoncture. Parce qu'il faut lire, il faut trouver où on peut avoir le référent. La DSCE nous projette jusqu'en 2035 pour faire. Aujourd'hui, on ne parle plus de DSCE. On est dans la SND30 pour 2030. Nous sommes en 2022 déjà. Okay. Or, il faut lire ces 39 points pour comprendre que c'est l'échec total dans l'infrastructure. Je suis désolé. Merci, voilà. Maître Lefa. Docteur Rifoué, bon. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Hein. Effectivement, je constate que pour Maître Nguefak, le Cameroun rêvé, c'est celui dans lequel lui et quelques-uns pouvaient profiter de la lumière des lampadaires et la majorité des Camerounais étaient dans la pénombre. C'est ça le Cameroun rêvé pour lui. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 64% de compatriotes qui ont accès à l'énergie électrique, y compris ceux d'ACOM 2 dont vous avez parlé. Le problème là-bas, ce n'était pas qu'il manquait d'énergie électrique, c'est qu'il y avait une panne et que cette panne n'avait pas été réglée. C'est de ça qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas de connecter cette localité au réseau électrique. Prêtez-moi une seconde, j'ai parlé de la qualité. Non, je ne vous prêterai même pas une demi-seconde, mon cher. Allez-y, docteur. Donc, non, soyons sérieux. On peut tous discuter de la qualité du service. Mais je crois que lorsque Paul Biya arrive au pouvoir en 1982, son principal défi est d'abord quantitatif. La majorité des services sociaux de base, seule une minorité de Camerounais y ont accès. Donc son défi à lui, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de Camerounais y ait accès. Aujourd'hui, effectivement, la plupart des indicateurs sont au-dessus de 50%. Donc, la question de la qualité peut se poser. Docteur et on peut réfléchir ensemble à la manière... Une seconde. L'accès à l'eau potable. Oui. Vous vous souvenez, à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelait des bornes fontaines. Bonnes fontaines publiques. Ah, vous avez des bornes fontaines. Voilà. Où sont passées les bornes fontaines, docteur Rifoué? Mais écoutez, je pense que... Ce sont des sociétés maintenant qui, on voit partout... qui donnent de l'eau. Quand nous étions jeunes, il y avait ces bonnes fontaines. Oui, je vais y arriver parce que là encore, j'ai quelques indicateurs que je vais porter à l'attention des Camerounais. Oui. Mais il faut expliquer les choses très simplement. Première chose, effectivement, il y a une conjoncture. Il y a une crise économique qui nous a durement frappé pendant 20 ans. 1985, 2005. Si. C'est pour ça qu'effectivement, en termes d'instruments de projection, c'est-à-dire en termes de développement de plans stratégiques, on était contraint. Vous ne pouviez pas faire un certain nombre de choses parce qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Mais à partir du moment où effectivement le Cameroun a recommencé à regagner des marges de manœuvre, nous sommes entrés dans le DSRP, ensuite le DSCE, et aujourd'hui nous sommes à SND30. Et il y a une amélioration significative. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est que dans cet intervalle, c'est-à-dire justement du fait de cette conjoncture-là, il y a eu une reconfiguration de l'État. C'est-à-dire nous sommes partis d'un État qui était une sorte d'État-providence copié sur le modèle occidental, à un État minimal qui se consacre essentiellement à ses tâches régaliennes. Ce qui signifie qu'un certain nombre de services vont être délégués à des opérateurs qui peuvent être des opérateurs privés. Donc effectivement, ce temps rêvé des bornes fontaines publiques où personne ne se souciait de qui payait la note et on laissait couler l'eau de manière infinie, c'est un temps révolu. Non, est-ce qu'on laissait couler l'eau? Mais chaque famille avait son petit tuyau là. Voilà, c'est la mairie. Oui. Voilà. Pourquoi les mairies ne peuvent pas revenir à ça? Quand je dis quand je dis on ne se souciait pas de qui payait, c'est le citoyen ne se souciait pas de qui payait.
Son souci, c'était venir à la bonne fontaine et puis puiser l'eau et rentrer chez lui. Oui. Mais aujourd'hui, non, ce sont des charges qui sont reportées effectivement sur les ménages. Encore que sur ce point-là, il faut quand même indiquer que les compétences en la matière sont aujourd'hui dévolues aux collectivités territoriales, à savoir territoriales décentralisées, à savoir les mairies. Oui. Donc, quand il y a des problèmes d'eau demain ou après-demain, il faut s'adresser au maire. Il ne faut pas s'adresser au ministre de l'eau, ainsi de suite. Il faut s'adresser au maire de la localité pour savoir ce qu'il fait parce que les populations lui ont donné un mandat là-dessus. Ce que nous disons, pour en revenir à l'essentiel, c'est qu'effectivement, on peut discuter de la question de la qualité. Mais je reprécise encore ici, le principal défi de Paul Biya, c'était de faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à ces services sociaux de base. Maintenant, il y a eu des situations qui sont des situations regrettables. Et moi, je constate qu'à chaque fois qu'il y a eu des situations regrettables dans un secteur ou dans une formation particulière, il y a eu une volonté d'amélioration. Et il faut saluer cette volonté d'amélioration tout en souhaitant que cette volonté soit partagée. J'ai entendu parler du regrettable incident Monique Koumatekel. Oui. Mais j'invite Maître Ngefak à refaire un tour à l'hôpital La Quintini. Moi, j'y étais la semaine... Voilà, j'y étais la semaine dernière. Et je dois confesser que j'ai eu envie de tomber malade, même si je ne souhaite pas que ça m'arrive. On regarde la qualité de service qui y est désormais servi aux différents patients. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas simplement s'arrêter sur ces incidents-là. Parce que quand il y a des incidents comme ceux-là, et que nous en parlons, c'est bien pour que les choses s'améliorent. Et moi, je constate qu'à l'hôpital La Quintini, par exemple, il y a une amélioration qui est une amélioration significative. Docteur Rifoué, il y a le problème de ces personnes-là qui souffrent d'insuffisance rénale. On ne va pas dire tous les mois quand même. Vous-même, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Écoutez, il peut y avoir des grains de sable dans la machine. Il peut y en avoir. Et ça va expliquer qu'effectivement, dans le circuit de commande, il y a des retards. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des retards, mais ça signifie simplement que vous avez un fonctionnaire qui, certainement, n'a pas bien fait son travail. Oui. Mais c'est regrettable. Nous souhaitons que les fonctionnaires fassent leur travail et que les Camerounais en soient satisfaits. Et que quand les fonctionnaires ne font pas leur travail, que les responsables les sanctionnent. C'est ça le souhait, c'est ça le principe au RDPC. Mais pour le reste, pour sortir de cette question du système de santé, soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'un ministre décide, victime d'un panari, d'aller se faire traiter en Europe, que les hôpitaux camerounais sont incapables de traiter des pathologies plus sévères. Quelle image donc quelle image donc quand le patron de la santé décide d'aller se faire traiter pour un problème de panari, quelle image il envoie au Cameroun? Ce que je suis en train de dire, c'est ce n'est pas effectivement parce qu'un ministre a eu un panari, a décidé d'aller faire traiter son panari, je ne sais pas moi, en France ou en Turquie, n'importe où, que les formations hospitalières camerounaises ne sont pas capables de prendre en charge des pathologies plus complexes que celles-là. Mais encore que c'est un ministre. Mais personne ne parle du plus grand nombre de ministres qui se font traiter dans nos formations hospitalières tous les jours sans publicité. Mais quand ils sortent de l'hôpital central, quand ils sortent de l'hôpital général de Yaoundé, il n'y a pas les caméras pour les attendre et dire le ministre X a passé un mois ici. Non. Mais le jour où il y a un ministre qui sort pour un panari, ce que moi je ne ferai pas à titre personnel, bon, tout le monde en parle. Non, non. Je pense que les services sociaux, les formations hospitalières, les formations sanitaires, leur rôle, c'est de permettre aux Camerounais d'accéder à ce service-là. Et pour ça, il faut être capable d'y accéder dans son arrondissement lorsqu'on a des pathologies bénignes et d'y accéder dans des formations hospitalières adéquates lorsque les pathologies sont plus complexes. Maintenant, pour sortir de là, il y a de nombreux défis qui restent. Oui. Il y a de nombreux défis qui restent, mais le Cameroun est un pays en construction. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, Rome ne s'est pas construit en un an. Le Cameroun ne se construira donc ne pourrait pas se construire en 39 ans. Okay. Il y a des choses qui restent à faire et encore heureux qu'il y ait des choses qui restent à faire. Ça signifie que nous avons du travail et nous avons du travail collectivement. Ok, merci. Rapidement, Maître Ngefak, avant... Serge Alain, tout à l'heure, le docteur Rifoué, intelligent qu'il a, il a utilisé les notions philosophiques pour diluer notre langage. Il dit qu'il y a la volonté d'amélioration. Je souhaite que le docteur dise au peuple qui sont au marché Nkouloulou quelle est la conséquence de la volonté sur ce que lui il attend en termes de lumière, sur ce que lui il attend en termes d'ordure.
J'ai regardé une chaîne de télévision camerounaise qui a présenté à l'entrée de Toudi un capharnaüm en termes de circulation ajouté aux immondices. Voilà les constructions. Troisième chose, je souhaite qu'ils disent que dans les grandes réalisations dont l'inventaire a été fait par M. Oswald Barboté dans ce qu'il appelle la République exemplaire, qui disent que 10 grands palais de justice ont été construits. C'est des géants au pied d'argile. Quand vous visitez ces immeubles, il n'y a pas de toilettes dans les bureaux des magistrats. Toilettes pour ceux qui doivent rendre justice, pour les dieux de la République, pour ceux qui doivent être à l'aise. Il n'y a pas de toilettes dans ces immeubles. Deuxième chose, je vous ai dit que je peux épuiser mon temps une fois. Deuxième chose, quand bien même il y a quelques bureaux, ce qui est semblant de bureaux, ils sont entassés 4 ou 5 par bureau. 4 ou 5 par bureau. C'est triste. Troisième chose, il manque de bibliothèque. Alors, les princes du palais, que sont les avocats, ils n'ont pas de salle d'avocat, construite par les magistrats. Et s'il y en a, c'est une chambre aménagée par le patron de la juridiction pour dire, ça c'est le bureau des avocats. Nous avons un problème entre ce qui est fait et ce qui doit être fait. À mon patron, on dit, mieux vaut ne rien faire que de faire rien. Ok. Voilà. Merci bien. D'abord, Emmanuel Kougné. Oh oui, moi j'ai suivi tout ce qui est en train d'être dit là, mais je suis très embêté parce que l'auteur, il faut nous amène dans la périphérie du sujet. C'est-à-dire, il nous sort du vrai sujet et nous contraint à parler d'autre chose que du bilan de M. Paul Biya. Parce que c'est difficile. Quand vous regardez par exemple le secteur de transport, bon, tout le monde est unanime que le transport urbain n'existe pas à Douala et que tout le monde se retrouve sur les motos. Nous n'avons pas connu ça en 82, jusqu'à ce que l'année 82 arrive. Et il a parlé de l'espérance de vie. Je voudrais qu'il comprenne que si l'espérance de vie est passée de 52 ans à 62 ans, ce n'est pas l'actif de M. Biya, c'est l'évolution de la science. Si on peut soigner le paludisme aujourd'hui et que les gens ne meurent plus de paludisme, ce n'est pas M. Biya qui a fait la recherche. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont comment je peux dire ça, des faits d'actualité que M. Biya ne peut pas prendre à son actif. Maintenant, pour revenir à son propre bilan, de 82 à 90, nous avons passé le temps à parler d'un certain coup d'État. Vrai ou faux, un coup d'État. Un coup d'État. Et on n'a rien fait pendant cette période-là. On n'a parlé que des coups d'État et la crise nous a trouvés. De 90 à 2006, on est entré dans les plans d'investissement structurel. Donc lui n'a pu rien faire pendant de 90 à 86. Il n'y a eu aucun investissement pendant les plans d'investissement structurel. Puisqu'il y a eu la baisse des salaires, il y a eu la dévaluation, il y a tout ce que vous voulez, il y a les privatisations. Toutes les routes de douane ont été cassées pendant cette période. Et c'est une période de 16 ans. Il n'a rien fait. Nous sommes donc arrivés en 2006, on a atteint le point d'achèvement. Et nous avons dit, il était question pour les bailleurs de fonds de nous mettre à disposition des fonds et nous demander de rattraper le retard. En 10 ans, de 2006 à 2016, ils ont tellement fait de la corruption a tellement gangréné le pays qu'on est retombé dans les ajustements en 2016-2017. C'est-à-dire le Fonds monétaire international est revenu nous coller un programme en 2017 et en 2016. Et de 2016, à partir de 2016, nous y sommes entrés. Et c'est le FMI qui pilote notre économie depuis 2016. À date d'aujourd'hui, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de demander des prêts au FMI pour pouvoir, n'est-ce pas, constituer nos réserves de change. Donc, quand on est dans une situation comme celle-ci, en 2014, ils se sont rendus compte que le programme le DSE était en train d'échouer. Ils ont paniqué, ils ont fait un rapport d'étape, ils ont mis sur pied ce qu'ils ont appelé les plans d'urgence. Les 3 plans d'urgence ont échoué. Plan d'urgence pour le septentrion, près de 200 milliards. Plan d'urgence jeune, 102 milliards. Plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. Ils n'ont donné aucun compte rendu, aucun rapport. En 2019, quand il fallait, n'est-ce pas, qu'ils mettent fin au DSE, ils nous ont rien dit de ces plans d'urgence-là. Ils sont entrés dans toute cette confusion pour nous sortir des histoires du genre, on a construit un OSC par-ci, on a construit une salle de classe par-là. Non, je crois qu'il faut constater que les programmes ont échoué. Et eux-mêmes ont reconnu en 2019 que le DSE n'a pas atteint ses objectifs. Ok, merci. On va revenir après le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le point
sur l'exécution du budget 2021 au premier semestre de cette année. Les ressources mobilisées n'ont pas atteint les objectifs escomptés. Au moment où le ministre des Finances fait ce point, l'Assemblée nationale doit faire sa rentrée parlementaire dans quelques jours afin d'examiner un projet de loi pour l'exercice budgétaire en 2022. D'ailleurs, une session extraordinaire du Conseil de cabinet s'est tenue afin de pouvoir retoucher ce projet de loi qui va être soumis à l'examen des parlementaires, députés et sénateurs. Dans le journal de 20h ce soir, nous parlerons également d'une évolution importante en zone CEMAC. Les frais de télécommunication en situation d'itinérance doivent désormais être supprimés. C'était une taxation qui suscitait beaucoup de réactions dans les milieux économiques. Ces frais d'itinérance qui seront désormais supprimés. Comment cela va-t-il se mettre en place ? Quel délai pour permettre aux utilisateurs des téléphones portables de pouvoir avoir la possibilité de communiquer à moindre coût, quel que soit le pays de la zone CEMAC où ils se trouvent? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir cette évolution de la pandémie de Covid-19. Les cas positifs sont de plus en plus nombreux en Europe et sur le continent africain. Il y a une controverse sur les passes vaccinales que des pays tentent de mettre en œuvre. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le 20h de Cédric Nouffelet. Je vous retrouve après pour le débrief du journal.